En avril, le Burkina Faso stoppe l'export de coton brut. Au même moment, une industrie annoncée à 38 milliards de dollars se retrouve gelée. Contrats bousculés, acheteurs européens et américains déstabilisés et diplomates pressés de limiter l'escalade. Dans ce pays enclavé du Sahel, le geste se présente comme une revendication de souveraineté industrielle assumant des risques immédiats. Le pouvoir promet la transformation locale, 4 grandes raffineries et jusqu'à 200 000 emplois en 5 ans, avec l'idée de garder la valeur au pays plutôt que d'exporter la pauvreté. Que change ce pari pour vous avec Ibrahim Traoré aux commandes? La filière retient son souffle désormais. La promesse est simple à formuler mais lourde de conséquences. Transformer sur place ce qui était exporté à bas prix et capter enfin la valeur ajoutée au cœur de l'économie nationale. Pour le gouvernement, l'enjeu immédiat tient en une ligne claire. Plus d'emplois locaux, moins de dépendance extérieure durable. Mais derrière cette promesse se cachent des arbitrages, serrés entre croissance, stabilité et crédibilité internationale. À court terme, l'arrêt des exportations prive le pays de recettes rapides et expose les producteurs à une transition incertaine. À moyen terme, le pari repose sur la capacité réelle à construire, équiper et faire fonctionner des raffineries compétitives dans un contexte de tensions commerciales et de marchés volatiles. À long terme enfin, la décision vise à redéfinir la place du Burkina Faso dans la chaîne mondiale du coton, non plus comme simple fournisseur de matières premières, mais comme acteur industriel. La question centrale n'est donc pas idéologique, elle est opérationnelle. Le temps jouera-t-il en faveur de cette stratégie ou contre elle? En 3 mois, un chiffre a surpris les observateurs. L'emploi rural a progressé de 6%, malgré l'arrêt total des exportations de coton brut. Dans le même temps, la production nationale n'a reculé que de 5%, un écart jugé limité au regard du choc imposé aux marchés internationaux. Ces deux données, mises côte à côte, éclairent le cœur du pari engagé. Le blocage des sorties n'a pas paralysé l'amont agricole, il a déplacé la dynamique vers l'intérieur. Pour comprendre la portée de cette rupture, il faut revenir au modèle antérieur. Pendant des décennies, le coton burkinabé a été vendu brut à faible valeur ajoutée, alimentant les usines textiles européennes et américaines. Les revenus restaient nés concentrés hors du pays, tandis que les zones rurales dépendaient d'un ligne de prix mondiaux volatiles et de marges étroites. Ce schéma, hérité de chaînes de valeur inégalitaires, structurait à la fois l'économie et les relations diplomatiques. La décision annoncée en avril a rompu cet équilibre. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'État a suspendu les exportations et annoncé un programme de transformation locale. Filature, tissage, puis confection. L'objectif affiché n'était pas de produire immédiatement pour l'export, mais de substituer d'abord les importations de textiles, réduites de 18% selon les premières estimations officielles. Cette étape intermédiaire explique en partie la stabilité relative de la production agricole, désormais absorbée par un marché intérieur en construction. Le contexte international a amplifié la visibilité du geste. Les partenaires européens ont évoqué des révisions de contrats et des risques de représailles commerciales, tandis que le FMIC exprimait ses réserves sur la soutenabilité financière du projet. À l'inverse, des acteurs chinois et turcs ont ouvert des discussions pour investir dans les nouvelles unités de transformation, attirés par la perspective d'un hub textile régional. Ainsi, le mini-révélateur n'est pas seulement chiffré, il est structurel. En interrompant un flux ancien, Ibrahim Traoré a mis au jour une réalité souvent masquée. La dépendance n'était pas technique, elle était organisationnelle. Dans les villages cotonniers, la transition ne se lit pas d'abord dans les communiqués officiels, mais dans les trajectoires individuelles.
Près de Kougou, un producteur résume l'attente partagée. Garder enfin ce qui est cultivé au lieu de le voir partir brut vers l'extérieur. Ce type de témoignage, relayé dans plusieurs régions rurales, sert de fil conducteur pour comprendre l'impact précoce de la décision. Le producteur n'est pas devenu industriel du jour au lendemain, mais son coton trouve désormais un débouché intérieur orienté vers des unités de filature naissantes. Cette redirection modifie les incitations. La production reste stable. Les coopératives s'organisent différemment et les revenus ne dépendent plus uniquement de contrats d'exportation négociés à l'étranger. Pour beaucoup, c'est moins une hausse immédiate qu'une visibilité nouvelle. Un second groupe illustre ce basculement, les travailleuses des coopératives féminines. Longtemps cantonnées à la culture ou à des activités informelles, elles entrent progressivement dans les ateliers de transformation et de couture. Les premières embauches, encore limitées, signalent un déplacement du centre de gravité économique vers des activités à plus forte valeur ajoutée. Cette évolution sociale accompagne la logique industrielle sans la précéder. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un personnage structurant, non par sa présence directe sur le terrain, mais par l'orientation qu'il impose au récit collectif. Son rôle est celui d'un catalyseur politique qui transforme une revendication abstraite de souveraineté en effet tangible, même partiel. L'impact précoce reste fragile, mais le message est clair. La décision ne se limite pas aux chiffres macroéconomiques, elle commence à toucher les vies concrètes. Avant avril, le flux était linéaire et prévisible. Le coton quittait les champs, traversait les frontières, puis entrait dans des usines étrangères où se concentraient la valeur et les marges. Après l'annonce, la chaîne s'est brusquement interrompue. Les exportations ont été suspendues, les contrats gelés et les acteurs internationaux ont dû réviser en urgence leur calendrier et leurs engagements. Ce passage du avant au après constitue le point d'activation du processus. La décision a été rendue publique par le gouvernement puis confirmée par des mesures administratives immédiates. Les douanes ont cessé d'autoriser les sorties de coton brut, tandis que les ministères économiques communiquaient sur l'objectif central, transformer localement. Cette phase initiale a créé un choc de visibilité. Les marchés cotonniers, habitués à intégrer la production burkinabé dans leurs équilibres saisonniers, ont réagi par une hausse de l'incertitude et une réévaluation des approvisionnements alternatifs. Le moment de tension maximale est intervenu lorsque les partenaires commerciaux ont commencé à exprimer ouvertement leurs inquiétudes. Des entreprises européennes et américaines ont annoncé la suspension de certains contrats, invoquant la rupture de la continuité d'approvisionnement. Des institutions financières internationales ont publié des mises en garde soulignant les risques de liquidité et de financement d'infrastructures lourdes dans un laps de temps contraint. À ce stade, la décision n'était plus seulement économique, elle devenait diplomatique. C'est dans ce contexte que la figure d'Ibrahim Traoré s'est imposée au centre du débat. En défendant la mesure dans des forums internationaux, il a insisté sur le caractère stratégique du coton, présenté non comme une simple matière première, mais comme un levier de développement. Le discours officiel a cherché à déplacer la discussion, des pertes immédiates vers les gains structurels attendus. Cette rhétorique a renforcé le soutien interne tout en durcissant les positions à l'extérieur. Les premiers effets secondaires ou durs chocs ont suivi rapidement. Sur le plan intérieur, l'État a accéléré les annonces liées à la construction de raffineries et à l'implantation d'unités de filature. Les administrations locales ont été mobilisées pour identifier des sites, des besoins en main-d'œuvre et des partenariats techniques. À l'international, des discussions discrètes se sont ouvertes avec des acteurs non occidentaux, notamment asiatiques,
intéressés par un positionnement précoce dans la future chaîne de valeur. Ce cycle activation, tension, réverbération a transformé une décision ponctuelle en dynamique prolongée. Il a également clarifié les lignes de fracture. D'un côté, un modèle fondé sur l'exportation brute et la dépendance contractuelle, de l'autre, une stratégie de transformation locale assumant des coûts politiques et économiques à court terme. À ce stade, la trajectoire reste ouverte, mais le signal envoyé est durable. Le statu quo n'est plus l'option par défaut. Avant la suspension des exportations, le coton burkinabé suivait un schéma stable. Volume écoulé vers l'extérieur, recettes rapides et dépendance forte aux prix mondiaux. Après avril, le premier delta mesurable concerne l'emploi rural. Selon les données communiquées par le gouvernement, l'emploi dans ces zones a progressé de 6% durant les 3 premiers mois suivant l'interdiction. Le chiffre est modeste en apparence, mais il rompt une tendance longue marquée par la stagnation et l'exode vers les centres urbains. Ce premier indicateur doit être replacé dans son contexte. L'arrêt des exportations aurait pu provoquer une chute brutale de la production agricole. Or, la baisse observée de la production de coton est estimée à 5% par rapport à l'année précédente. Cette contraction limitée suggère que la demande intérieure, bien que naissante, a absorbé une partie significative des volumes auparavant destinés à l'export. Autrement dit, le choc n'a pas détruit la base productive, il l'a redirigée. Un troisième indicateur éclaire cette réorientation. Les importations de textiles ont diminué de 18% sur la même période. Ce recul traduit un double mouvement. D'une part, les premières unités locales de filature et de tissage commencent à fournir le marché intérieur. D'autre part, les consommateurs et les administrations publiques se tournent davantage vers des produits locaux, encouragés par les politiques d'achat et la baisse relative des prix sur certains marchés urbains. Pris ensemble, ces chiffres dessinent une trajectoire cohérente. Le baseline était celui d'une économie cotonnière extravertie, vulnérable aux variations de prix et aux décisions d'acheteurs étrangers. Le delta correspond à une économie en transition, où la valeur commence à circuler à l'intérieur des frontières. Cette transition n'est ni instantanée ni linéaire. Elle repose sur des capacités industrielles encore incomplètes et sur des investissements lourds dont les retours sont différés. Les limites apparaissent clairement. Les raffineries et usines de transformation ne fonctionnent pas encore à pleine capacité. Les coûts d'infrastructure et de formation pèsent sur les finances publiques, tandis que les sanctions ou menaces commerciales réduisent l'accès à certains marchés extérieurs. Ces contraintes expliquent c'est pourquoi les gains observés restent partiels et concentrés sur certains territoires. Cependant, le signal envoyé par ces données est central pour comprendre la logique politique portée par Ibrahim Traoré. Les chiffres ne prouvent pas encore un succès définitif. Ils indiquent plutôt une possibilité, celle de déplacer progressivement le centre de gravité économique, sans effondrement immédiat, malgré un environnement international défavorable. C'est dans cet espace étroit entre fragilité et opportunité que se joue la suite de la stratégie. Les critiques de la suspension des exportations articulent tous deux arguments principaux, souvent présentés comme pragmatiques plutôt qu'idéologiques. Le premier concerne la dépendance structurelle du Burkina Faso aux recettes d'exportation. Pendant des années, le coton a représenté une part significative des revenus extérieurs. En interrompant ce flux, le pays s'exposerait à une contraction des devises, à des tensions budgétaires et à une fragilisation de sa balance commerciale, surtout dans un contexte de marchés mondiaux instables. Le second argument porte sur la faisabilité industrielle. Construire et rendre opérationnelles des raffineries et des usines textiles exige des investissements lourds,
du savoir-faire technique et du temps. Les sceptiques soulignent le risque d'installations sous-utilisées, de coûts supérieurs aux prévisions et d'une compétitivité insuffisante face aux producteurs asiatiques déjà bien établis. Selon cette lecture, la transformation locale pourrait s'avérer non rentable à court terme, voire creuser les déficits si les débouchés extérieurs restent limités. Ces deux critiques reposent sur des risques réels reconnus par les autorités elles-mêmes. Toutefois, la réponse apportée par la stratégie actuelle s'appuie sur des données et des séquences observables. D'une part, la baisse limitée de la production et la progression de l'emploi rural indiquent que l'arrêt des exportations n'a pas provoqué l'effondrement redouté. D'autre part, la réduction des importations de textiles suggère un marché intérieur capable d'absorber une partie de la production transformée, même avant toute offensive à l'export. La logique défendue par Ibrahim Traoré ne nie pas les contraintes. Elle propose un arbitrage temporel. Accepter des coûts et des tensions à court terme pour réduire une vulnérabilité chronique à long terme. En ce sens, la question centrale n'est pas de savoir si la transformation locale est immédiatement optimale, mais si la dépendance antérieure était soutenable. Le débat ne se tranche donc pas entre rationalité et idéologie. Il oppose deux gestions du risque, celle du statu quo exposé aux chocs externes et celle d'une transition contrôlée, imparfaite mais orientée vers une autonomie accrue. C'est sur cette ligne de crête que se situe l'enjeu réel. Il réside dans le rythme de transformation et dans la séquence choisie. Jusqu'ici, le débat s'est focalisé sur l'arrêt des exportations, comme s'il s'agissait d'une fin en soi. Or, le point médian révèle autre chose. La décision n'est pas binaire, elle est graduelle. Le cœur de la stratégie consiste à sécuriser d'abord le marché intérieur, puis à préparer une montée en gamme progressive avant toute réintégration sélective des échanges internationaux. Ce changement de focale modifie la lecture des risques, tant que la transformation locale vise prioritairement la substitution aux importations, la pression concurrentielle reste contenue. Les volumes ne cherchent pas à rivaliser immédiatement avec les géants mondiaux du textile, mais à stabiliser une base industrielle nationale. C'est cette étape intermédiaire qui réduit la probabilité d'un choc économique brutal. Ibrahim Traoré a insisté sur ce point dans ses prises de parole. Il ne s'agit pas de rompre avec le monde, mais de renégocier la position de départ. La souveraineté industrielle dans cette optique n'est pas un isolement, mais un rééquilibrage. Elle crée un temps politique et économique durant lequel l'État peut ajuster les infrastructures, la formation et les partenariats. La révélation du milieu est donc stratégique. Le pari ne porte pas seulement sur la transformation du coton, mais sur la capacité à maîtriser le tempo du changement. C'est ce tempo qui conditionnera la suite. Les effets de la suspension des exportations ne se répartissent pas uniformément. Ils se manifestent différemment selon les acteurs, révélant les lignes de force et de fragilité du modèle en transition. Pour l'État d'abord, l'impact est double. À court terme, les recettes issues des exportations diminuent et les tensions diplomatiques s'intensifient, notamment avec certains partenaires européens. Mais en parallèle, l'État gagne une marge de manœuvre stratégique. Il oriente l'investissement, structure une politique industrielle et renforce sa légitimité interne autour d'un projet de souveraineté assumé. Cette capacité de pilotage devient un actif politique central pour Ibrahim Traoré. Du côté des entreprises, le tableau est contrasté. Les acteurs étrangers historiquement intégrés à la filière cotonnière burkinabé subissent une rupture brutale de leurs approvisionnements et reconsidèrent donc leurs engagements. À l'inverse, des entreprises chinoises et turques perçoivent caractérisent la transition comme une opportunité d'entrer sur un marché en construction.
Pour les opérateurs locaux, les défis sont importants. Accès au capital, maîtrise technologique, montée en compétences. Mais la perspective d'une chaîne de valeur plus complète sur le territoire crée un horizon inédit pour l'entrepreneuriat industriel. Pour les travailleurs et les populations rurales, les conséquences sont plus immédiates. La création d'emplois dans les premières unités de transformation, même limitées, introduit une diversification des revenus. Les données évoquant une hausse de 6% de l'emploi rural traduisent de moins une prospérité installée qu'un infléchissement de tendance. Les coopératives féminines, en particulier, bénéficient d'une intégration progressive dans des activités de couture et de fabrication, ce qui modifie leur place dans l'économie locale et renforce leur autonomie économique. À l'échelle régionale, enfin, la décision burkinabé produit un effet d'entraînement. Des pays voisins, comme le Mali ou le Niger, observent attentivement l'expérience. Si le modèle parvient à se stabiliser, il pourrait servir de référence pour d'autres économies sahéliennes cherchant à réduire leur dépendance aux exportations de matières premières. Dans le cas contraire, il constituerait un avertissement sur les limites d'une industrialisation rapide dans un environnement contraint. Ainsi, les conséquences ne se résument ni à un succès immédiat, ni à un échec programmé. Elles dessinent un paysage en recomposition où chaque acteur ajuste ses attentes. La question clé devient alors celle de la durabilité. Ces effets différenciés convergeront-ils vers un équilibre viable ou resteront-ils fragmentés dans le temps? Si l'on imagine d'abord un chemin de base, les premières unités de transformation du coton continuent à se développer à un rythme mesuré. Les raffineries fonctionnent désormais à pleine capacité, mais les exportations de produits finis restent limitées à quelques marchés régionaux. La production intérieure continue de se stabiliser avec un faible recul de la production de coton, ce qui montre que les agriculteurs burkinabés s'adaptent progressivement à ce nouveau modèle. Le chômage rural reste en baisse, avec une réduction atteignant environ 10% d'ici la fin de l'année. Cependant, les tensions commerciales avec l'Union européenne et les États-Unis persistent. Les négociations diplomatiques se multiplient, mais les sanctions commerciales n'ont pas encore été levées. Le Burkina Faso parvient à maintenir des partenariats avec des acteurs non occidentaux, principalement chinois et turcs, ce qui permet de diversifier les flux d'investissement et de maintenir un certain dynamisme dans la filière textile locale. La situation économique reste fragile, mais elle évolue lentement vers une plus grande autonomie industrielle. Et si l'on se projette vers une issue plus lumineuse, les tensions commerciales s'atténuent plus rapidement que prévu à la suite d'un rapprochement diplomatique avec l'Union européenne. La diversification des partenariats commerciaux, notamment avec la Chine et la Turquie, commence à porter ses fruits et le Burkina Faso devient un acteur régional majeur dans l'industrie textile. L'investissement étranger dans les infrastructures et la formation augmente, permettant d'accélérer la construction de nouvelles raffineries et usines de transformation. Le taux de chômage rural chute de 15 à 20% et la production textile locale fait une percée significative, attirant même des investisseurs européens. Cette dynamique accélère la transition vers une économie plus industrialisée et les premiers produits textiles burkinabés commencent à s'exporter en dehors de la région. Le modèle burkinabé devient un exemple pour d'autres pays du Sahel et d'Afrique de l'Ouest. À l'inverse, un scénario plus sombre reste possible. Les sanctions commerciales et l'isolement diplomatique s'aggravent. L'instabilité des prix du coton, combinée au retard dans la mise en place des raffineries, freine la compétitivité des produits locaux. La transition vers une industrie textile nationale stagne car les investissements nécessaires
pour moderniser les infrastructures locales sont insuffisants. Le chômage rural augmente de nouveau et les zones rurales connaissent une croissance économique plus lente que prévu. Les tensions sociales commencent à croître, notamment en raison des promesses non tenues de création d'emplois et de la montée des inégalités. La dépendance au coton brut persiste et les relations avec les partenaires commerciaux se dégradent, freinant l'accès aux marchés internationaux. Le Burkina Faso fait face à une impasse économique et l'ambition de devenir un hub régional pour l'industrie textile semble de plus en plus incertaine. Au bout du compte, ces trajectoires dessinent une large gamme d'issues possibles, allant d'un avenir dynamique et autonome à un retour à la dépendance. L'enjeu réside dans la capacité du Burkina Faso à stabiliser ces nouvelles chaînes de valeur, tout en gérant les tensions diplomatiques et commerciales. Le succès ou l'échec du projet dépendra de l'équilibre entre les investissements, la diversification des partenariats et la capacité de résilience face aux incertitudes mondiales. Du côté des leaders d'opinion et des décideurs politiques, et l'enjeu principal se lie à travers la vision stratégique du pays, un projet ambitieux de souveraineté industrielle qui s'éloigne des modèles économiques dits traditionnels. Pour eux, la question de l'autonomie du Burkina Faso n'est pas seulement une nécessité nationale, mais aussi un symbole d'un renouveau africain. Le choix d'Ibrahim Traoré d'interrompre les exportations pour investir dans la transformation locale est perçu comme un acte audacieux, nécessitant une analyse approfondie des implications à long terme, tant sur le plan économique que géopolitique. Pour les opérateurs économiques locaux et les entrepreneurs, le message est plus pragmatique. L'opportunité se trouve dans l'émergence d'une industrie textile locale. Les défis sont nombreux, mais les perspectives de croissance sont tangibles. Les créateurs d'entreprises et les producteurs locaux doivent se préparer à une transition en plusieurs étapes, avec des risques évidents, mais des possibilités de diversification des sources de revenus. La création d'emplois dans les unités de transformation et la substitution des importations permettent d'envisager un marché intérieur en expansion. Et pour les travailleurs, les coopératives et les agriculteurs ruraux, l'impact immédiat est les plus directs. La décision d'Ibrahim Traoré offre une chance de sortir de la dépendance à des circuits d'exportation incertains. Les coopératives féminines, par exemple, bénéficient d'une place plus grande dans la chaîne de valeur du coton, un changement significatif pour l'autonomisation économique. Les travailleurs ruraux perçoivent dans cette initiative une bouffée d'air frais, une promesse d'emplois locaux durables et un renforcement de leur rôle dans la chaîne économique nationale. En conclusion, la politique de Traoré touche différents groupes de manière variée, mais tous convergent vers une même ambition, un Burkina Faso plus indépendant et plus prospère. La mise en œuvre du projet de transformation du coton ne se résume pas à une série de décisions isolées. Elle repose sur une feuille de route précise divisée en trois étapes clés, chacune avec des objectifs mesurables et des responsabilités claires. D'abord, il faut stabiliser la production et l'approvisionnement. Cette phase initiale consiste à maintenir la production cotonnière en dépit de la suspension des exportations. Les agriculteurs doivent être soutenus par des programmes de microcrédit et de soutien technique afin de garantir que la baisse de production ne dépasse pas un seuil critique. L'objectif est de stabiliser la production à 90 à 95% des niveaux antérieurs, tout en orientant progressivement les volumes vers les unités de transformation locale. La mise en place des premières usines de filature et de tissage doit être prioritaire, avec un objectif de création de 20 000 emplois dans cette phase.
Le financement de cette étape doit être assuré par des partenariats publics-privés, en particulier avec des acteurs internationaux non occidentaux. Ensuite vient la construction des infrastructures industrielles et la création d'emplois locaux. Dans un délai de 18 à 24 mois, l'objectif est de commencer la construction de 4 raffineries de coton et d'autres unités de transformation. Cette phase exige des investissements considérables en infrastructures et des accords doivent être conclus pour sécuriser le financement, notamment avec des pays comme la Chine et la Turquie. Parallèlement, la formation de la main-d'œuvre locale sera essentielle pour garantir que les emplois créés soient occupés par des Burkinabés avec un objectif de création de 100 000 emplois dans le secteur textile d'ici 5 ans. Enfin, l'étape suivante vise l'expansion progressive des exportations et la diversification des partenariats. L'objectif final est d'exporter progressivement les produits finis avec un accent particulier sur les marchés africains, puis européens et asiatiques. Cela nécessitera de négocier des accords commerciaux et de garantir que la qualité des produits locaux soit compétitive. En parallèle, le Burkina Faso devra renforcer ses relations avec ses voisins du Sahel pour créer une zone économique régionale pour les produits textiles. À chaque étape, des évaluations régulières et des ajustements seront indispensables pour adapter les stratégies en fonction des résultats obtenus. Les investissements dans la transformation devront être ciblés, mesurés et soutenus par une volonté politique claire. Le coton burkinabé, autrefois simple matière première envoyée à l'étranger, est désormais au cœur d'un projet audacieux pour l'avenir du pays. Ce n'est plus seulement une ressource agricole, mais une promesse d'autonomie, de dignité et de prospérité. Ibrahim Traoré, avec sa vision de souveraineté économique, a placé ce petit pays enclavé au cœur d'une dynamique nouvelle. Chaque champ de coton cultivé porte désormais l'espoir d'une transformation locale, d'un avenir où le Burkina Faso ne dépend plus des autres pour valoriser ses ressources naturelles. Mais cette promesse est fragile. Elle repose sur les épaules des travailleurs ruraux, des coopératives féminines, des jeunes et des entrepreneurs locaux qui doivent donner vie à ce projet. La route sera longue, semée d'embûches, mais les premiers signes de changement sont déjà visibles. Des emplois créés, des usines en construction, un changement de mentalité qui s'opère. La question reste ouverte. Ce rêve de transformation industrielle sera-t-il durable? Si le Burkina Faso réussit, il deviendra un modèle pour l'ensemble du Sahel. Et au-delà, montrant que même les pays les plus dépendants peuvent écrire leur propre histoire. Mais le chemin est encore à tracer, chaque pas étant une victoire pour l'avenir du pays. Le projet d'Ibrahim Traoré de transformer l'industrie cotonnière burkinabé en un modèle d'autosuffisance et de souveraineté économique représente une révolution, non seulement pour le Burkina Faso, mais potentiellement pour toute l'Afrique. Mais au-delà des chiffres et des stratégies, ce changement profond repose sur une question. Qu'est-ce que cela signifie pour vous en tant qu'individu, en tant que membre d'une communauté, en tant que citoyen d'un pays en pleine transformation? Peut-on imaginer un avenir où des décisions aussi audacieuses que celle-ci façonnent non seulement l'économie, mais aussi la dignité, la justice et l'autonomie des peuples? Où les ressources naturelles ne sont plus exportées à bas prix, mais utilisées pour créer un avenir plus équitable et plus prospère à l'intérieur même des frontières africaines. Ibrahim Traoré a lancé le pari de tout un pays. Mais quel rôle jouez-vous dans ce changement? Est-ce que vous êtes prêt à faire partie de ce futur, à participer à cette transformation et à soutenir un modèle économique plus autonome?